Au dîner de mon propre anniversaire, ma mère a chuchoté à ma sœur, va changer les serrures de son appartement. Ma sœur est partie 1 heure. Elle est revenue, plus blême qu'un fantôme, et a murmuré, maman, la police. Ce qu'elle avait découvert ce soir-là n'était que le début. La vérité sur les finances de ma famille, sur ma propre identité, et sur les mensonges qui nous définissaient était sur le point d'exploser. Et tout a commencé par ce chuchotement. Je m'appelle Aliénor, et j'allais avoir 29 ans. Le restaurant était un bouchon traditionnel du Vieux Lyon. Des nappes à carreaux rouges et blancs, une odeur de saucisson brioché et de Saint-Marcelin chaud. J'avais réservé et payé moi-même. Comme toujours. Ma mère, Bérénice, était assise en face de moi, son brushing impeccable, son parfum coûteux flottant comme un nuage de supériorité. À côté d'elle, mon père, Hervé, silencieux, portant son ancien statut de notaire comme une armure. Et puis, il y avait ma sœur aînée, Garance. Garance, l'enfant en or. Auditrice dans un grand cabinet, de 5 ans mon aînée, elle était le miroir parfait des ambitions de ma mère. Moi? J'étais l'archiviste. La fille discrète, la mère célibataire de mon fils de 5 ans, Mathis, le mouton noir qui avait choisi une vie simple, loin de leur obsession pour le statut social. L'ambiance était lourde, électrique. J'avais l'habitude de ces dîners familiaux où chaque mot était une performance, mais ce soir, c'était différent. Garance évitait mon regard. Depuis mon arrivée, elle semblait nerveuse, ses doigts pianotant sur le verre de vin qu'elle n'avait pas touché. « Aliénor, tu as l'air fatiguée, lança ma mère, ce qui dans son langage signifiait « tu as mauvaise mine ». Je forçai un sourire. Le travail aux archives est prenant, maman. Conserver la vérité demande de l'énergie. Mon père eut un petit toussotement. C'est alors que le serveur apporta le gâteau, une simple tarte aux pralines que j'adorais. Tandis que les bougies étaient allumées, Bérénice se pencha vers Garance. Je n'étais qu'à 1 mètre d'elle. Je n'étais pas censé entendre. Mais je l'ai entendu. Le chuchotement était aussi tranchant qu'un éclat de verre. Pendant que tout le monde est là, va changer ses serrures. Je me suis figé. Le sang se glaça dans mes veines. Changer mes serrures? Mon père, Hervé, hocha la tête, un mouvement presque imperceptible, lui donnant sa bénédiction silencieuse. J'ai regardé ma sœur. Une partie de moi, la petite fille qui l'admirait, a prié pour qu'elle proteste, qu'elle secoue la tête, qu'elle me défende. Garance a simplement pincé les lèvres. D'accord, maman, a-t-elle murmuré en retour. Mon cœur s'est brisé. Pas bruyamment, mais en 1 million de petits morceaux silencieux. La trahison de ma mère était une douleur familière. Celle de ma sœur, c'était insupportable. Elle s'est levée, attrapant son sac à main. Excusez-moi, dit-elle au reste de la table, j'ai un appel urgent. Elle est partie sans un regard pour moi. Je suis resté là, le couteau à gâteau à la main, le sourire figé sur mon visage, les larmes me brûlant les yeux. Il voulait me mettre à la porte de chez moi. Le soir de mon anniversaire. Je savais, à cet instant précis, que ce dîner n'était pas une célébration. C'était un piège. L'heure qui suivit le départ de Garance fut la plus longue de ma vie. Je ne sentais plus le goût de la tarte aux pralines. L'air du bouchon, si chaleureux auparavant, me semblait glacial. Mon père parlait du marché de l'immobilier à Écully, notre banlieue chic où il résidait. Ma mère dissertait sur une nouvelle acquisition pour un de ses clients galeristes. Leur voix était comme un bruit de fond, un bourdonnement lointain. Je faisais semblant. Je hochais la tête. Je buvais de l'eau. Mon esprit, lui, était en feu. Pourquoi? Était-ce parce que j'avais refusé leur aide financière le mois dernier? Était-ce parce que j'élevais Mathis seul, un rappel constant de mon échec à leurs yeux? Me mettre à la rue, était-ce leur façon de me sauver, de me forcer à revenir sous leur contrôle? Mon téléphone vibra sur la table. Je sursautai. Un message de Manon, ma meilleure amie, celle qui gardait Mathis ce soir-là. Joyeux anniversaire, ma chérie. J'espère que tu survis au dîner de l'angoisse. Mathis dort comme un ange. Un petit sourire triste effleura mes lèvres. Mathis.
Je devais tenir bon pour lui. Puis, la porte du restaurant s'ouvrit, faisant tinter la petite cloche. Garance était de retour. Le mot n'était pas pâle. C'était exsangue. Elle était plus blême qu'un fantôme. Son rouge à lèvres impeccable était mordillé. Elle ne regardait personne. Elle marcha droit vers notre table, ses talons claquant sur le sol en tomate. Bérénice leva un sourcil, agacée par le drame. Eh bien? C'est fait? Garance s'arrêta. Elle tremblait. Elle se pencha vers notre mère, mais sa voix, bien que basse, était si chargée de panique que je l'entendis parfaitement. Maman. Je n'ai pas pu. Il y a. Maman, la police. Le mot flotta dans l'air. Police. Il y a du ruban de la police partout sur sa porte, halta Garance, les larmes montant dans ses yeux. J'ai parlé à un agent. Tous les sons du restaurant s'évanouirent. Mon père laissa tomber sa fourchette. Au même instant, mon téléphone vibra à nouveau sur la table. Ce n'était pas un message de Manon. C'était un SMS d'un numéro inconnu. Madame Aliénor Lemoine? Ici l'inspecteur Didier Martin, de la police nationale de Lyon. Merci de nous contacter immédiatement au sujet de votre appartement. Mon regard croisa celui de ma mère. La peur que je vis dans ses yeux n'était pas pour moi. C'était de la pure panique. Avant que nous plongions dans ce qui s'est réellement passé dans cet appartement, j'aimerais prendre une seconde pour vous remercier d'être là. Ces histoires sont difficiles à raconter, et votre soutien compte énormément. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez ce soir. Et juste par curiosité, quelle heure est-il chez vous en ce moment? Continuons. Je me suis levée. Je n'ai pas dit au revoir. J'ai attrapé mon sac et mon manteau. Aliénor, ne sois pas stupide, reste ici, siffla ma mère, essayant de garder les apparences. Tu m'as envoyé ma propre sœur pour me jeter dehors, ai-je dit, ma voix tremblant de rage et de chagrin. Et apparemment, quelqu'un d'autre est arrivé avant elle. Je me suis retournée et j'ai traversé le restaurant. Ma mère voulait m'enfermer dehors. Au lieu de cela, elle venait de déverrouiller la vérité. Je conduisais comme une folle. Le trajet de 10 minutes entre le Vieux Lyon et mon appartement sur les pentes de la Croix-Rousse me parut durer une éternité. La pluie avait commencé à tomber, une bruine fine et froide qui rendait les pavés glissants. Mon cœur battait si fort qu'il me faisait mal à la poitrine. La police. La police chez moi. Qu'est-il arrivé à Mathis? Non, Mathis était avec Manon, en sécurité. C'était la seule pensée qui me maintenait lucide. J'ai vu les gyrophares à 2 rues de distance. 2 voitures de police étaient garées devant mon immeuble, leur lumière bleue balayant la façade en pierre jaune, transformant la pluie en aiguille colorée. J'ai abandonné ma vieille Twingo en double fil et j'ai couru. Un agent en uniforme montait la garde devant la porte de l'immeuble. Il m'a intercepté. Madame, vous ne pouvez pas entrer. C'est mon appartement, ai-je haleté. Je suis Aliénor Lemoine. J'ai reçu un message de l'inspecteur Martin. Le regard du jeune agent s'adoucit. Ah, oui, Madame Lemoine. L'inspecteur est à l'étage. Il vous attend. L'ascenseur était en panne, comme souvent. J'ai monté les 3 étages 4 à 4. L'odeur de la cage d'escalier, un mélange de poussière et de cire d'abeille, me semblait soudain étrangère. Mon appartement était au bout du couloir. La porte était grande ouverte. Un homme d'une 50aine d'années, l'air fatigué, vêtu d'un imperméable, se tenait sur le seuil. Inspecteur Martin? Il hocha la tête. Madame Lemoine. Merci d'être venue si vite. Ne vous approchez pas trop, s'il vous plaît. Je regardai par-dessus son épaule. Le bois autour de ma serrure était éclaté, réduit en copeaux. Quelqu'un avait forcé l'entrée. Qu'est-ce qui s'est passé? Un cambriolage? C'est ce que nous essayons de déterminer, dit Martin d'une voix calme. C'est votre sœur qui nous a appelés? La honte me brûla le visage. Oui. Enfin, c'est compliqué. Elle nous a dit que votre mère lui avait demandé de venir changer vos serrures pendant que vous étiez au restaurant.
L'inspecteur me regardait avec une curiosité professionnelle, sans jugement, ce qui me fit me sentir encore plus mal. Oui, ai-je admis à voix basse. Elle aime tout contrôler. Elle pense que je ne suis pas capable de m'occuper de moi-même. L'inspecteur Martin hocha la tête, comme s'il avait entendu cette histoire des milliers de fois. Eh bien, votre sœur est arrivée et a trouvé la porte comme ça. Elle a eu le bon réflexe d'appeler le 911. Il marqua une pause. La bonne nouvelle, c'est que le cambrioleur n'a apparemment rien pris. Votre ordinateur portable est sur la table, la télévision est au mur. Nous avons fait un premier tour. Rien ne semble manquer. Un cambriolage où rien n'est volé. La peur commença à se transformer en une confusion glaciale. Mais ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que le cambrioleur n'avait rien cherché de valeur. Il était venu pour laisser quelque chose. Inspecteur, ai-je dit, ma voix tremblant, il n'y a rien de valeur ici. Je suis archiviste. Je n'ai que des livres, et les jouets de mon fils. L'inspecteur Martin me regarda longuement. Votre sœur nous a dit qu'elle avait une clé. Mais elle n'a pas eu à s'en servir. Celui qui a fait ça a utilisé un pied de biche. Il voulait entrer, et il voulait que ça se voie. Mon esprit tournait en rond. Ma mère envoie ma sœur pour me mettre à la porte, mais quelqu'un d'autre force cette même porte avant? Cela n'avait aucun sens. Si ce n'était pas ma sœur, ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour lui, alors qui est entré chez moi? Et pourquoi n'avoir rien pris? Nous avons presque fini de relever les empreintes, dit l'inspecteur Martin. Vous pouvez entrer, mais ne touchez à rien. Je suis entré dans mon propre appartement. L'endroit que j'avais mis tant d'amour à décorer avec des meubles de brocante et les dessins de Matisse. L'endroit où je me sentais enfin en sécurité, loin du jugement de ma famille. Il était devenu une scène de crime. Martin avait raison. Le salon était intact. L'ordinateur portable était sur mon bureau. Le petit portefeuille que j'avais oublié sur la commode était toujours là. Mais l'air était vicié. Il y avait une sensation de violation. Une colère froide imprégnait les murs. Il n'est pas allé dans la cuisine? Non, dit Martin, me suivant. Il semble qu'il savait exactement où il allait. Il désigna le couloir. Mon cœur cessa de battre. La porte de ma chambre. Elle n'était plus une porte. Elle était en morceaux. Le cadre en bois avait éclaté. Le pied de biche avait ravagé le montant, la serrure avait été arrachée. Il avait forcé l'entrée de mon salon, puis il avait forcé l'entrée de ma chambre. Oh, mon Dieu, ai-je suffoqué, portant une main à ma bouche. Je suis entré dans la chambre, l'endroit le plus intime de ma vie. Mon lit. La petite commode sur laquelle je gardais mes trésors. Mes trésors n'étaient pas des bijoux. C'étaient des photos. Des cadres bon marché contenant ce qui comptait le plus au monde. Elles étaient toutes là. Mais elles étaient toutes retournées. Une par une. La photo de Matisse à la maternité, son petit visage plissé. Face contre la commode. La photo de lui à la fête des Lumières l'année dernière, des étoiles dans les yeux. Face contre la commode. La photo de nous deux au parc de la Tête d'Or, riant aux éclats sur un pédalo. Face contre la commode. Je me sentis physiquement malade. Ce n'était pas un cambriolage. C'était une profanation. C'était un message. L'inconnu qui avait fait ça voulait me dire, je sais ce qui te blesse. Je peux atteindre ce que tu as de plus cher. Quel genre de monstre fait ça, ai-je murmuré, les larmes coulant enfin, chaudes et pleines de rage. L'inspecteur Martin ne disait rien, son visage durci par la colère professionnelle. Et puis je l'ai vu. Sur ma table de nuit, à côté de la lampe, là où le monstre avait retourné la photo de Matisse le jour de sa rentrée à l'école maternelle. Une enveloppe blanche. Elle n'était pas là ce matin. Inspecteur, ai-je dit, ma voix soudainement tranchante. Il la vit au même moment. Il sortit un gant de sa poche, s'approcha lentement et prit l'enveloppe. Il n'y avait pas de nom dessus. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une simple feuille de papier, pliée en deux. Il la déplia. Elle était tapée à l'ordinateur. Une seule phrase.
Dis à ta mère que la vérité finit toujours par rentrer à la maison. Je l'ai lu une fois. 2 fois. La vérité. Ma mère. Le froid qui m'envahit n'avait rien à voir avec la pluie dehors. C'était un froid intérieur, un froid qui venait des profondeurs d'un mensonge que je ne comprenais pas encore. Cette effraction ne me visait pas moi. C'était un message pour ma mère. Et j'étais coincée au milieu. J'ai passé la nuit sur le canapé de Manon, Mathis endormi dans la chambre de son fils. Je n'avais pas dormi. Je fixais le plafond, l'image des photos retournées et les mots de cette note tournant en boucle dans mon esprit. Dis à ta mère que la vérité finit toujours par rentrer à la maison. Quelle vérité? Manon avait été incroyable. Elle ne m'avait pas posé trop de questions, elle m'avait juste prise dans ses bras, m'avait fait une tisane et s'était assurée que Mathis était en sécurité. À l'aube, mon téléphone vibra. J'ai failli le laisser tomber. C'était l'inspecteur Martin. Madame Lemoine, je suis désolée de vous appeler si tôt. Sa voix était grave. Nous avons identifié les empreintes digitales sur le cadre de votre porte de chambre. Mon souffle se coupa. Qui est-ce? Il s'appelle Sylvain Perrier. Il vous est familier? Le nom me frappa comme un coup de poing. Sylvain. Un cousin éloigné de ma mère. Un homme que j'avais vu peut-être une douzaine de fois dans des réunions de famille ennuyeuses. Il était toujours en marge, l'air aigri, sentant la cigarette froide. Il faisait des petits boulots d'entretien, toujours à court d'argent, toujours à se plaindre que la famille, riche, l'avait oublié. Ma mère le méprisait ouvertement, mais lui donnait parfois de petites sommes, par charité. Oui, je le connais. C'est le cousin de ma mère. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. C'est ce que nous pensions. Il a quelques antécédents de petits larcins, rien de violent. Nous l'avons localisé ce matin. Il n'a pas résisté. Mais, pourquoi ferait-il ça? Pour ma mère? C'est là que ça devient intéressant, Madame Lemoine. Nous avons fait une vérification financière rapide. Sylvain Perrier a reçu un virement bancaire il y a exactement une semaine. J'ai fermé les yeux, sachant déjà ce qu'il allait dire. Un virement de 5 000 €. Provenant d'un compte au nom de Bérénice Lemoine. Votre mère. Le téléphone me glissa presque des mains. 5 000 €. Ma propre mère. Elle avait payé un homme pour forcer ma porte, détruire ma chambre, terroriser sa propre fille. Pour retourner les photos de son petit-fils. 5 000 € pour cette violation. À ce moment-là, je me suis sentie si seule, si trahie que j'ai cru que j'allais m'effondrer. Dites-moi dans les commentaires, si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait à ce moment précis? Auriez-vous appelé votre mère pour hurler? Ou auriez-vous fait comme moi, et commencé à chercher la vérité? Inspecteur, ai-je dit, ma voix blanche, je ne comprends pas. Elle le paie, et il lui laisse une note de menace? C'est notre théorie, dit Martin. Nous pensons que votre mère l'a engagé pour récupérer quelque chose dans votre appartement. Et il semble que l'accord est mal tourné. Peut-être qu'il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. Ou peut-être qu'il a décidé de faire monter les enchères. De la menacer à son tour. Récupérer quelque chose? Dans mon appartement? Je n'avais rien de valeur. Rien que des livres, des vêtements et... Mon sang se glaça. Oh mon Dieu, ai-je murmuré. Ma mère ne voulait pas que Sylvain me fasse peur. Elle voulait qu'il récupère quelque chose. Et je savais exactement quoi. Mon esprit a quitté le canapé de Manon et a voyagé un mois en arrière. J'étais chez mes parents, dans leur grande maison d'architecte à Écully. Mathis jouait dans le jardin, et j'étais montée au grenier pour chercher des vêtements de ski que ma mère gardait pour moi. Le grenier était immense, impeccable, organisé. Ce n'était pas le genre de grenier poussiéreux. C'était une archive familiale. Et en tant qu'archiviste, j'ai le souci du détail. Je remarque ce qui est déplacé. Dans un coin, derrière de vieilles malles Louis Vuitton, il y avait quelque chose de nouveau. Une armoire de classement en métal. Grise, banale, mais surtout, verrouillée. Elle détonnait complètement avec le reste. Pourquoi y avait-il un meuble de bureau verrouillé dans un grenier résidentiel?
Ma curiosité professionnelle a été piquée. Je ne cherchais pas à fouiner. J'étais intriguée. Sur le vieux bureau de mon père, il y avait un pot contenant de vieilles clés. Par pur réflexe, j'ai essayé la première. La serrure a cliqué. Je n'aurais jamais dû ouvrir ce tiroir. Le premier dossier était étiqueté « Hervé, affaires courantes ». Le deuxième, Bérénice, galerie. Le troisième me fit frissonner. Aliénor, fiducie immobilière. Ma fiducie? Je n'avais pas de fiducie immobilière. J'ai ouvert le dossier. Mes mains ont commencé à trembler. Ce n'étaient pas des papiers sans importance. C'étaient des actes de propriété. Un appartement à Nice, sur la promenade des Anglais. Un autre à Biarritz, vue sur l'océan. Des biens valant des millions d'euros. Et puis, les relevés de compte. Un compte en Suisse. Un autre aux îles Caïmans. Des millions. Des millions d'euros. Tout était à mon nom. Aliénor Lemoine. Au bas de chaque document de fiducie, il y avait une signature. Ma signature. Sauf que ce n'était pas la mienne. J'ai reconnu l'écriture. Les L élancé, le H de mon ancien nom de famille. C'était l'écriture de mon père. L'écriture précise et élégante d'Hervé, l'ancien notaire. Il avait imité ma signature. Il avait utilisé mon identité, mon nom, mon numéro de sécurité sociale, pour créer un empire financier fantôme. J'étais leur couverture. S'ils avaient des problèmes avec le fisc, c'était moi, Aliénor, l'archiviste à temps partiel, qui serait tenu responsable. J'ai failli vomir sur les tapis persans. J'ai fait ce qu'une archiviste fait de mieux. J'ai documenté. J'ai sorti mon téléphone. J'ai pris des photos. Des photos claires et nettes de chaque page, de chaque acte, de chaque relevé, de chaque signature falsifiée. Puis j'ai tout remis en place. J'ai verrouillé l'armoire. J'ai remis la clé dans le pot. Je suis redescendu, j'ai pris Mathis par la main et je suis parti. Je n'avais jamais rien dit. J'avais trop peur. J'essayais de me convaincre que j'avais mal compris. Jusqu'à ce matin. Dis à ta mère que la vérité finit toujours par rentrer à la maison. Ils savaient. D'une manière ou d'une autre, ils avaient découvert que j'avais trouvé les dossiers. Et Bérénice, dans sa panique, avait engagé un petit truand pour s'introduire chez moi et voler mon téléphone, la seule preuve que j'avais. Mais Sylvain, ce cousin méprisé, avait dû comprendre la valeur de ce qu'il cherchait. Au lieu de voler le téléphone, il avait décidé de jouer sa propre carte. Il avait laissé la note, une menace claire, « Payez-moi plus, ou je parle ». Il ne se contentait pas de me contrôler. Ils avaient volé mon identité. Et maintenant, ils essayaient désespérément d'enterrer les preuves. Je suis rentré chez moi. La police scientifique était partie. Ma porte d'entrée était barrée par une planche de contreplaqué. Ma porte de chambre n'existait plus. L'endroit était silencieux, mort. J'ai appelé un serrurier et j'ai payé 400 € pour une nouvelle porte blindée et une serrure de haute sécurité. L'ironie était amère. Ma mère voulait changer mes serrures pour m'exclure, elle m'avait forcé à les changer pour me protéger d'elle. Puis, je me suis assise sur mon canapé, au milieu du chaos. J'ai pris mon téléphone. J'ai envoyé un message à ma mère. Pas de « bonjour maman ». Pas de questions. Dîner. Chez moi. 19h, pas de comédie. La réponse fut instantanée. Les 3 petits points de sa rédaction apparurent immédiatement. Elle était collée à son téléphone, attendant mon appel, ma panique. Sa réponse, très bien. Il est temps que tu saches la vérité. Sa vérité. J'avais hâte de la comparer à la mienne. Les heures s'écoulèrent. J'ai nettoyé. J'ai essayé de réparer le cadre de la photo de Mathis. J'ai préparé du café que je n'ai pas bu. J'étais calme. C'était un calme étrange, froid, comme le cœur d'un glacier. Je n'étais plus la victime effrayée. J'étais une archiviste préparant son dossier. À 18h55, l'interphone a sonné. Sa voix était sèche, agacée. C'est moi. Je l'ai laissé entrer.
J'ai attendu devant ma nouvelle porte. J'ai entendu ses talons rapides sur l'escalier. Elle n'a pas frappé. Elle a tenté de tourner la poignée, s'attendant à ce que j'ai laissé ouvert pour elle. La poignée n'a pas bougé. Elle a frappé. 3 coups secs, impatient. J'ai tourné le nouveau peigne. Le son du métal glissant était lourd, définitif. J'ai ouvert. Bérénice était là. Parfaitement habillée, comme toujours. Pantalon en soie noire, chemisier crème, son carré blond impeccable. Son parfum coûteux envahit mon petit couloir, un parfum qui sentait l'argent et le contrôle. Ses yeux sont immédiatement allés vers la nouvelle serrure. Qu'est-ce que c'est que ça? Une serrure, maman. Tu devrais savoir, tu voulais la changer. Elle est entrée en me bousculant presque. Ses yeux balayaient la pièce. Le salon propre. Mon ordinateur portable. Mon téléphone sur la table basse. Elle cherchait quelque chose. Elle cherchait les preuves. Tu n'aurais jamais dû impliquer la police, Aliénor, dit-elle, se tournant vers moi, les bras croisés. Elle était venue pour me gronder. Tu n'aurais jamais dû engager un criminel, maman. Son visage ne tressaillit pas. Seuls ses yeux se durcirent. Je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai engagé cet homme, Sylvain, pour réparer ton lave-vaisselle qui fuyait. C'est un garçon perturbé. Il a dû garder un double des clés. C'est ce qui arrive quand on vit dans ce genre d'immeuble. Le mensonge était si facile pour elle. Si fluide. Je ne me suis pas énervée. Je suis restée appuyée contre le comptoir de ma cuisine. Il n'a pas utilisé de clé, maman. Il a utilisé un pied de biche. Sur ma porte de chambre. Et la police a la trace du virement. 5 000 €. Avec la note « Entretien ». C'est cher pour un lave-vaisselle. Le silence dans la pièce était total. On aurait pu entendre une épingle tomber. Lentement, Bérénice a décroisé les bras. Son masque d'irritation s'est fissuré, révélant la peur que j'avais vue au restaurant. Tu ne comprends pas, a-t-elle murmuré, s'asseyant sur le bord de mon canapé. Tu ne comprends pas les enjeux. Alors fais-moi comprendre. Ces papiers, dit-elle, sa voix soudainement aiguë. La boîte dans le grenier. Tu n'aurais jamais dû fouiner. Ils ne te concernent pas. Ils ont mon nom dessus. C'est compliqué, a-t-elle claqué. Ce sont les affaires de ton père. Sylvain? Sylvain devait les récupérer. Il devait juste les prendre avant que tu ne fasses quelque chose de stupide. La confession était là. Claire et nette. Elle l'avait engagé pour voler chez moi. Stupide, ai-je répété. Tu veux dire, comme aller à la police? Comme demander pourquoi mon nom est falsifié sur des comptes offshore? Son visage est devenu blanc. Plus blanc que je ne l'avais jamais vu. Il te l'a dit? Sylvain t'a parlé? Sylvain ne m'a rien dit, ai-je dit froidement. Il a juste laissé une note. J'ai trouvé les dossiers il y a un mois, maman. Elle s'est levée d'un bond. La peur avait disparu. Remplacée par une fureur glaciale. Elle avait été trahie par Sylvain, et maintenant elle était démasquée par moi. Elle était piégée. Je te protégeais, siffla-t-elle, son visage déformé par la colère. Tu protégeais papa, ai-je rétorqué, ma voix tremblant enfin, mais de rage. Tu protégeais votre argent. Tu protégeais vos mensonges. Et tu m'as utilisé comme bouclier. Tu fais partie de cette famille, Aliénor. Non. Je suis votre couverture. Je suis le nom que vous utilisez pour cacher votre patrimoine frauduleux. Je suis la fille chic qui vous envoyait un criminel quand vous paniquez. Elle s'est approchée de moi. Je pouvais sentir la chaleur de sa fureur. C'était la Bérénice de mon enfance, celle dont les colères pouvaient glacer une pièce. Tu te crois maligne. Tu as trouvé quelques papiers. Tu n'as aucune idée de ce à quoi tu touches. Tu pourrais ruiner ton père. Ruiner cette famille. C'est vous qui avez ruiné cette famille. Pas moi. Elle s'arrêta à moins d'1 mètre. Ses yeux étaient 2 éclats de glace. Très bien. Tu veux la vérité? La voilà. Oui. Nous les cachions.
Et tu vas me donner ces photos. Maintenant. Ou je te forcerai à le faire. Comment, ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Comment, répéta-t-elle, un rire méprisant s'échappant de ses lèvres. Comment crois-tu? Tu as un fils. Tu as un petit travail. Tu as cette petite vie minuscule. Tout cela est si fragile, Aliénor. Je peux le briser. Mon sang se figea. Je peux appeler l'aide sociale à l'enfance, dit-elle, parlant lentement, savourant chaque mot. Je peux leur dire que tu es instable. Que tu es paranoïaque. Que tu es impliqué jusqu'au cou dans les affaires de ton père et que tu essaies de faire chanter ta propre famille. Je peux leur dire que tu es une mère indigne, que tu laisses ton fils seul. Qui vont-ils croire? Toi, l'archiviste mère célibataire? Ou moi, Bérénice Lemoine, consultante respectée, membre du conseil d'administration de 3 œuvres de charité? La menace était là. La bombe atomique. Mathis. Mon fils. Mon monde. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Elle le ferait. Je savais qu'elle le ferait. Elle brûlerait ma vie entière pour sauver la sienne. Tu me prendrais Mathis, ai-je suffoqué. Je le protégerais, corrigea-t-elle. De toi. Du désastre que tu es en train de créer. Donne-moi ce téléphone, Aliénor. Elle tendit sa main manicurée. Mon téléphone était sur le comptoir de la cuisine, entre nous deux. J'ai senti ma main bouger, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Elle tremblait. Je l'ai gardée basse, le long de ma cuisse. J'ai appuyé sur le bouton d'alimentation, puis sur l'icône du dictaphone. J'ai appuyé sur le bouton rouge. J'ai tenu le téléphone lâchement le long de mon corps, le micro pointé vers le haut. Répète-le, maman, ai-je dit, ma voix tremblante. Je détestais cette faiblesse. Te répéter quoi? Que tu es une idiote? Répète-moi ce que tu feras si je ne te donne pas les photos. Elle s'arrêta. Elle me regarda d'un long regard froid. Je ne te laisserai pas détruire ton père. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. J'appellerai la SE. Je leur dirai que Mathis n'est pas en sécurité avec toi. Que tu es instable. J'ai des amis. J'ai de l'influence. Qui as-tu, Aliénor? Manon? Ta petite amie qui travaille dans une crèche? Ce sera ma parole contre la tienne. Et je gagnerai. Toujours. Elle pensait m'acculer au mur. Mais chaque mot qu'elle prononçait était un nouveau barreau à sa propre prison. Je la laissai parler. Je la laissai vider son venin. Je la laissai tout avouer. Elle a hurlé, je gagnerai. Ma parole contre la tienne. Et je suis resté là, laissant mon petit micro tout absorbé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Tu le regretteras, Aliénor, siffla-t-elle enfin, voyant que je ne cédais pas, tu le regretteras toute ta vie. Elle attrapa son sac à main hors de prix. Elle se dirigea vers ma nouvelle porte blindée. Elle l'ouvrit, puis se retourna. Tu as toujours été une erreur, dit-elle. Puis elle est partie. Le lourd son de la porte se fermant résonna dans le silence. Je suis resté là, mes jambes tremblant si fort que j'ai dû m'agripper au comptoir. Le seul son était le faible sifflement de l'application dictaphone, toujours en marche. J'ai regardé mon téléphone. J'ai appuyé sur Stop. Le fichier s'est sauvegardé. Enregistrement 01. Je me suis laissé glisser au sol. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste serré mon téléphone. J'ai appelé Manon. Manon? S'il te plaît. Peux-tu garder Mathis une nuit de plus? Ne me pose pas de questions. J'ai besoin qu'il soit en sécurité. Loin de moi. La voix de Manon était pleine d'inquiétude, mais elle n'a pas hésité. Bien sûr. Aliénor, qu'est-ce qui se passe? Tu es en danger? Je crois, ai-je murmuré. Je crois que je dois faire quelque chose de très dur demain. J'ai passé la nuit à écouter l'enregistrement. En boucle.
Je leur dirai que tu es instable. Je gagnerai. Tu as toujours été une erreur. Chaque écoute me rendait malade, mais chaque écoute renforçait aussi ma détermination. Ce n'était pas dans ma tête. Ce n'était pas moi qui étais dramatique. C'était la vérité. C'était un aveu. C'était une menace. Le lendemain matin, je suis allée travailler aux archives. J'avais besoin de normalité. J'avais besoin de l'odeur de vieux papier et de la poussière du temps pour me calmer. J'étais en train de cataloguer des registres paroissiaux du XVIIIe siècle quand la réceptionniste a appelé. Aliénor? Il y a un homme qui demande à te voir. Un certain maître Dumont. Il dit qu'il représente ta famille. Mon cœur a raté un battement. Un avocat. Je l'ai reçu dans la salle de lecture. Il était tout l'opposé de Sylvain. Costume sur mesure, chaussures brillantes, une mallette en cuir. Il sentait l'argent et le pouvoir. Madame Lemoine, dit-il d'une voix douce et mielleuse. Je viens au nom de vos parents. Il y a eu un terrible malentendu. Il a parlé pendant 10 minutes. Il a parlé de stress financier, de mesures de protection d'actifs, que j'avais mal interprétées. Il a parlé de la réputation de mon père. Puis, le ton a changé. Vous travaillez dans une institution respectable, Madame Lemoine. Les archives de Lyon. Ce serait dommage qu'un scandale familial vienne entacher la réputation de cet endroit. Ou votre propre carrière. Votre mère s'inquiète que votre état émotionnel puisse affecter votre jugement. Et la garde de votre fils. C'était la même menace. Mais enveloppée dans de la soie juridique. Il ne voulait pas seulement me faire taire. Il voulait me détruire. Il était temps de mettre fin à tout cela. Pour moi, et pour Mathis. Je suis sortie du travail plus tôt. Je n'ai pas dit au revoir à Maître Dumont. Je l'ai juste laissé au milieu de sa phrase mielleuse et je suis partie. Je suis rentrée chez moi. J'ai pris une grande enveloppe Kraft. À l'intérieur, j'ai mis une clé USB. Sur cette clé, j'ai copié toutes les photos des documents que j'avais prises dans le grenier. J'ai copié le fichier audio, enregistrement 01. Puis j'ai pris l'enveloppe blanche que Sylvain avait laissée. La note de menace. Je l'ai glissée à l'intérieur aussi. J'ai tout mis dans mon sac à main. Je n'ai pas pris ma voiture. J'ai pris le métro jusqu'à l'hôtel de police. Le bâtiment était intimidant. Mais j'ai marché droit. Je me sentais étrangement calme. L'archiviste en moi avait préparé son dossier. Les preuves étaient classées. J'ai demandé l'inspecteur Martin. Il m'a reçu dans un petit bureau sans fenêtre qui sentait le café froid. Il avait l'air encore plus fatigué que l'autre soir. Madame Lemoine. J'allais vous appeler. Sylvain Perrier a parlé. Il a tout avoué. Votre mère l'a engagé pour récupérer des documents compromettants sur votre téléphone. J'ai hoché la tête. Je sais. Et j'ai ces documents. J'ai posé l'enveloppe Kraft sur son bureau. Enfin, j'ai des copies. Et j'ai autre chose. Je lui ai expliqué pour le grenier. Je lui ai expliqué pour les comptes offshore. Pour la falsification de signatures. Ses sourcils se sont levés de plus en plus haut. Puis, j'ai dit, ma mère est venue me voir hier soir. J'ai sorti mon téléphone. J'ai posé une question. Est-ce légal d'enregistrer quelqu'un à son insu? L'inspecteur Martin a eu un sourire fatigué. En général, non. Mais quand cette personne vous menace de vous enlever la garde de votre enfant pour vous extorquer des preuves, la loi devient plus flexible. J'ai appuyé sur « Play ». Nous sommes restés assis dans ce bureau stérile et avons écouté. Nous avons écouté la voix de ma mère, Bérénice, remplir la pièce. Nous avons écouté ses aveux. Nous avons écouté ses menaces sur l'ASE. Nous avons écouté sa haine. Quand l'enregistrement s'est terminé, l'inspecteur Martin est resté silencieux pendant une bonne minute. Finalement, il a levé les yeux vers moi. Son regard n'était plus seulement professionnel. Il y avait de la pitié. Et du respect. Madame Lemoine, dit-il d'une voix sourde. C'est ce qu'on appelle des preuves irréfutables. Vous n'êtes plus seulement une victime de violation de domicile.
Vous êtes victime d'usurpation d'identité, de fraude et de chantage. Il s'est levé. Nous allons prendre votre déposition officielle. Vous êtes entièrement protégé. Vous êtes la victime et le témoin principal. En sortant du commissariat, le ciel de Lyon semblait plus clair. Je me sentais vide, mais légère. Je venais de mettre le feu à ma propre vie. Mais je savais que c'était la seule façon de tuer le mensonge qui me rongeait depuis 29 ans. Je savais que la vraie tempête ne faisait que commencer. Pendant 3 semaines, il n'y a eu que le silence. Un silence assourdissant. Ma famille savait. J'avais reçu un appel paniqué de Maître Dumont, l'avocat, me suppliant de reconsidérer, me parlant de l'honneur de la famille. J'ai raccroché. Puis, le barrage a cédé. C'était un mardi matin. J'étais en train de donner son petit déjeuner à Mathis. Mon téléphone a vibré avec une alerte d'actualité du Progrès, le journal local de Lyon. Le titre était en gros caractères, un ancien notaire de Lyon et son épouse soupçonnés de fraude fiscale à grande échelle. Des millions d'euros détournés via un compte au nom de leur fille. Ma photo était là. Une vieille photo de l'annuaire des archives. À côté, une photo de mes parents à une soirée de charité, souriant, du champagne à la main. J'ai fixé l'écran. Au nom de leur fille. Ils n'avaient même pas précisé « victime ». Les appels ont commencé. D'abord, mon travail. Ma directrice, une femme juste, m'a convoqué. Aliénor, l'article « Nous vous soutenons ». Prenez le temps qu'il vous faut. Puis les autres. Les « amis de la famille ». Des gens qui m'avaient pincé la joue quand j'étais enfant. Leur message n'était pas de soutien. Ils étaient pleins de venin. Comment as-tu pu faire ça à tes parents? Tu craches dans la soupe. Ingrate. Mon père, Hervé, a été arrêté ce jour-là. L'image de lui, l'ancien notaire si fier, sortant de sa maison à Écully, menotté, est passée en boucle sur BFM TV. Ma mère, Bérénice, a disparu des réseaux sociaux. Son monde de vernissage et de dîner de gala s'était évaporé en une matinée. Je suis devenue une paria. Quand je marchais dans la rue à la Croix-Rousse, j'avais l'impression que les gens me reconnaissaient, me dévisageaient, me jugeaient. Mais le coup le plus dur est venu une semaine plus tard. Un message de Garance. Ma sœur. Je m'attendais à de la colère. Je ne m'attendais pas à ça. J'espère que tu es heureuse. Tu as tout détruit. Papa est en prison. Maman est brisée. Ma carrière est finie. Mon cabinet ne veut plus être associé à ce nom. Tu as ruiné ma vie. Tu as ruiné notre famille. Tout ça par jalousie. Je ne te pardonnerai jamais. J'ai lu le message 10 fois. Par jalousie. Elle ne voyait toujours pas le crime. Elle ne voyait pas l'usurpation d'identité. Elle ne voyait pas la menace contre mon fils. Elle ne voyait que la chute de son statut. Elle ne voyait que la perte de son confort. J'ai pleuré. J'ai pleuré pour la petite fille qui avait admiré sa grande sœur. J'ai pleuré pour la famille que je n'avais jamais eue. Puis j'ai essuyé mes larmes. J'ai regardé Mathis qui construisait une tour en capla. J'ai bloqué le numéro de Garance. Elle n'avait toujours pas compris. Ce n'est pas moi, mais leur mensonge, qui avait tout détruit. Je n'avais fait qu'allumer la lumière. 6 mois ont passé. La vie a continué, comme elle le fait toujours. Le procès a été rapide. Face aux preuves accablantes, les documents financiers, les aveux de Sylvain, et surtout, l'enregistrement audio de ma mère, mes parents ont plaidé coupables. Mon père, Hervé, a pris la responsabilité principale de la fraude. Il a été condamné à 2 ans de prison ferme. Ma mère, Bérénice, grâce à sa coopération, a écopé de 18 mois avec sursis, d'une amende colossale, et la partie la plus importante pour moi d'une ordonnance restrictive. Il lui était légalement interdit de m'approcher ou d'approcher Mathis. L'enregistrement avait fonctionné. Le tribunal avait pris la menace contre mon fils très au sérieux. La vie est devenue calme. L'histoire s'est tassée. Les gens ont trouvé d'autres scandales. Je suis retournée au travail. Les regards de pitié se sont transformés en regards de respect distant.
J'étais celle qui avait survécu. Ce soir-là, 6 mois après le début de l'enfer, j'ai préparé un dîner simple dans mon appartement. La porte de ma chambre était neuve. Les cadres photos étaient tous à l'endroit. Il n'y avait que Manon et Mathis. J'ai fait un poulet rôti. Mathis avait le droit de boire du champomis dans une vraie coupe. Manon a levé son verre de vin. Je veux porter un toast, dit-elle, ses yeux brillants. À la femme la plus courageuse que je connaisse. À Aliénor. Mathis leva fièrement sa coupe. À maman. J'ai souri, les larmes aux yeux. J'ai levé mon verre. Non, ai-je dit doucement. Pas à moi. À la liberté. Nous avons trinqué. Plus tard, après que Mathis se soit endormi, Manon et moi étions sur le canapé. Comment tu te sens, vraiment, m'a-t-elle demandé. J'ai réfléchi. Je me sens orpheline. C'est étrange. Mais je ne me sens pas triste. C'est comme si j'avais porté un manteau de plomb toute ma vie, et que je venais enfin de l'enlever. Je suis légère. Tu n'es pas orpheline, dit Manon en posant sa main sur la mienne. Tu es une fondatrice. Tu es le début d'une nouvelle lignée. Une lignée basée sur la vérité. Elle avait raison. Cette nuit-là, j'ai compris quelque chose. Ma famille m'avait accusé de détruire notre patrimoine, nos biens. Mais le seul véritable héritage que je voulais laisser à mon fils, ce n'était pas des appartements à Nice ou des comptes en Suisse. C'était la vérité. C'était la dignité. Protéger sa vérité et se protéger soi-même, surtout pour son enfant, n'est jamais une erreur, même si cela signifie se battre contre ceux qui sont censés vous aimer le plus. Si vous, ou quelqu'un que vous connaissez, avez déjà vécu une situation où vous avez dû choisir entre le silence familial et votre propre intégrité, partagez votre histoire ou vos sentiments dans les commentaires ci-dessous. Parfois, savoir qu'on n'est pas seul est la première étape vers la guérison. Merci de m'avoir écouté. Ma maison n'était plus bâtie sur des secrets et la peur. Elle était bâtie sur la vérité. Et enfin, j'étais libre.